Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je suis Caroline, consultante en stratégie au sein d'Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir Étienne Vidal, Senior Director Legal Friends and South Europe chez Adidas. Étienne revient sur son parcours de juriste et nous raconte son quotidien dans le siège strasbourgeois de la marque aux trois bandes. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre invité. Bonne écoute. Bonjour Étienne. Bonjour Caroline. Nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast Objectif Client d'Anomia. Merci. Pour rappel, toi, tu travailles aujourd'hui chez Adidas. Tu es Senior Legal Counsel, si je prononce bien à l'anglaise, de la France et de l'Europe du Sud. Oui. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous raconter ton parcours jusqu'à ce poste aujourd'hui? Alors, avant de commencer par mon parcours, je vais commencer par te remercier de l'opportunité que tu me donnes de parler de mon parcours et aussi de parler du métier de juriste d'entreprise. Je pense que c'est très, très intéressant. Alors mon parcours, j'ai fait des études de droit tout à fait classiques avec, à l'époque ça s'appelait un DESS, donc un DESS Corps et Propriété Industrielle à Strasbourg, au CEPI. Et juste avant de faire ce DESS, en plus du cursus classique, j'ai passé un an en Angleterre dans le cadre du programme Erasmus. Donc après mon diplôme, j'ai commencé pas très loin d'ici au laboratoire Servier pendant 9 mois au département de droit des marques. C'était en 2004. Et ensuite, j'ai passé 4 ans dans un laboratoire homéopathique qui s'appelle le laboratoire Lenning, près de Metz, en tant que juriste généraliste. J'étais également juriste généraliste de 2008 à 2012 à Socomec. Socomec, c'est une entreprise au sud de Strasbourg. Et depuis 2012, j'ai intégré le service juridique d'Adidas. Donc j'ai commencé en tant que juriste chez Adidas en France. Et puis après, au fur et à mesure des opportunités, j'ai progressivement pris un peu plus de responsabilités jusqu'à devenir directeur pour Adidas en France en 2018 et directeur pour Adidas en France et une grande zone sud qui comporte 13 pays, donc sud de l'Europe, depuis la fin de l'année dernière. Très bien. Et donc dans ces 13 pays, tu as l'Espagne, l'Italie... Voilà. Donc en fait, ça va du Portugal tout à l'ouest jusqu'à la Grèce et Chypre tout à l'est. Voilà. En passant par l'Italie, les pays de l'ex-Yougoslavie. Voilà. Très bien. Et donc dans ton parcours, tu n'as pas toujours été chez Adidas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette entreprise alors que tu étais dans un autre secteur à la base? Alors, à titre personnel, je suis passionné de sport. Je fais beaucoup de sport, de la course à pied, du vélo, de l'outdoor. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et lorsque j'ai vu en 2012 une possibilité de devenir juriste chez Adidas, je me suis dit que c'était la possibilité de concilier le boulot que j'aime avec un environnement et des produits qui me parlent énormément et pour lesquels je suis passionné. Donc c'est un bon match. Ah oui, très, très bon match. Et donc, tu es arrivé il y a plus de 9 ans chez Adidas. À ce moment-là, quand tu arrives, est-ce que tu découvres quelque chose de très différent par rapport à ton métier de juriste que tu faisais déjà? Alors en fait, la chance du métier de juriste, c'est qu'on peut vraiment travailler dans plein de secteurs très très différents. Et donc j'ai commencé dans l'industrie pharmaceutique. Socomec, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le contrôle et la sécurité de l'énergie électrique. Et puis ensuite j'arrive dans le domaine du sport. Donc c'est des choses qui sont très très différentes. Donc évidemment j'ai découvert un nouveau domaine. Ensuite en termes de structure, laboratoire Lenning c'est une PME. Socomec c'est une entreprise de taille moyenne. Adidas, c'est un groupe avec des filiales dans tous les pays du monde. C'est un groupe qui faisait à l'époque 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, on a dépassé les 20. Et donc, c'est un groupe qui est extrêmement structuré. Donc, j'étais passé d'une situation où j'étais à Socomec juriste au sein du siège à maintenant être juriste au sein d'une filiale. Et donc, c'est vraiment des choses qui sont très, très différentes. Donc, c'était une nouvelle découverte, un nouveau métier que j'ai appris presque.
D'accord. Mais les enjeux juridiques, eux, étaient également différents, j'imagine. C'était pas les mêmes genres de questions qui se posaient. Alors, c'était pas les mêmes genres de questions. On était beaucoup plus sur des problématiques de responsabilité dans la précédente entreprise que maintenant. Enfin, c'est quelque chose qui était prégnant. Moi, maintenant, chez Adidas. En revanche, il y a quand même des choses qui n'ont pas changé. C'est le service juridique. On est là pour protéger les assets de l'entreprise et on est là pour permettre au business de prospérer et d'augmenter sa part de marché. Donc en fait, on a toujours ces deux casquettes et je pense que ça se retrouve dans toutes les entreprises avec peut-être des dimensions plus ou moins fortes selon les entreprises. Peut-être qu'il y a des entreprises qui seront plus axées pour les services juridiques sur la protection des assets de l'entreprise. Chez Adidas, il y a un bon équilibre, voire même on a un focus très important sur permettre à l'entreprise de gagner la part de marché parce que c'est ce pour quoi on se bat au quotidien. Voilà. Très bien. Et quand tu arrives, donc quelles sont tes évolutions au sein de cette entreprise? Pourquoi tu restes? C'est vraiment tu as réussi à trouver un équilibre entre ta passion pour le sport et le métier de juriste. Donc tu restes pour ça et aussi parce qu'il y a beaucoup de possibilités d'évolution. Comment se passe ta carrière? Alors en fait c'est la chance en fait de ces grands groupes, c'est qu'on a la possibilité d'évoluer. Et même si les services juridiques sont souvent des petits services dans les filiales, chez Adidas on a vraiment la possibilité d'évoluer. Et donc lorsque je suis arrivé chez Adidas, on était 4 au service juridique en France. Et maintenant, même pas 10 ans plus tard, je me retrouve à la tête d'un service de 13 juristes avec des équipes dans 4 pays différents, des équipes complètement différentes. Et en parallèle de cette évolution qui peut être qu'on peut considérer comme linéaire, j'ai eu la possibilité en fait de faire des programmes et par exemple de passer 3 mois à Amsterdam dans d'autres équipes au niveau de ce qu'on appelle le global, donc Adidas international on va dire, pour découvrir d'autres métiers, enfin d'autres facettes du métier de juriste chez Adidas et dans le groupe. Et c'est extrêmement intéressant en fait, et c'est comme ça qu'on se développe de manière linéaire et en élargissant également son champ de connaissances. Très bien. Et chez Adidas, donc quand tu es arrivé, vous étiez 4. Et ensuite, aujourd'hui, tu dis que tu diriges une équipe de personnes qui se trouvent essentiellement à Strasbourg, donc au siège de Strasbourg. Oui, donc donc ma responsabilité couvre la France, ce que je faisais depuis 2018, et donc les autres pays de cette zone de l'Europe du Sud. Donc en France, on est une équipe de 5. Voilà, on est une équipe de 5 en France, et on a ensuite 3 personnes en Espagne, 2 personnes en Italie et 3 personnes en Grèce. Très bien. Et donc, tu interagis beaucoup avec ces personnes au quotidien. Est-ce que tu voyages beaucoup pour aller rencontrer tous les collaborateurs? Alors, les interactions au sein du service juridique, elles se font au sein du pays, en France, elles se font avec les autres pays de cette zone sud et elles se font énormément avec l'Europe et avec le global. C'est-à-dire qu'on n'est pas un service France ou un service sud un petit peu isolé dans une galaxie, il y a des interactions au quotidien. Il y a, comme dans tous les groupes qui sont structurés, on a des directives, on a des départements juridiques support sur lesquels on va s'appuyer et qui vont aussi nous donner des directives très précises à suivre. Donc en fait, on doit en permanence faire des connexions avec les pays et avec Adidas International. Et donc en termes de déplacement, ça implique beaucoup de déplacements et malheureusement, pour le moment, je n'ai pas pu assez me déplacer, voir les équipes dans les pays d'Europe du Sud. C'est prévu et ça va commencer le mois prochain, mais pour le moment, on est encore en phase de lancement de cette structure parce que la structure Europe du Sud n'existait pas jusqu'à la fin de l'année. Donc on met un petit peu de temps pour la déployer. D'accord, parce qu'avant la création de cette structure, ça s'organisait comment? Avant la création de cette structure, chaque pays reportait directement à une structure Europe. Et ce qu'ils ont souhaité faire, en fait, ça a été de subdiviser l'Europe en 3 grandes zones. Voilà. D'accord, parce que c'était plus simple. Parce que c'était plus simple à opérer et aussi parce qu'en fonction des marchés, en fait, on retrouve des similitudes. Nous, dans le domaine des habitudes de consommateurs, des produits de sport et de lifestyle, en fait, il y a des habitudes de consommation et il y a des développements de marché qui sont les mêmes entre France, Espagne, Italie et Grèce.
qu'on ne retrouvera pas forcément en Angleterre, qu'on ne retrouvera pas forcément en Allemagne. Il y a un exemple très simple. Dans notre domaine, le sport et le lifestyle, les consommateurs en Angleterre et en Allemagne sont beaucoup plus habitués à l'achat en e-commerce. La part de marché sur l'e-commerce est plus importante dans ces pays, alors qu'elle est dans les pays plus méditerranéens. Les habitudes sont différentes et la part de l'e-commerce est beaucoup plus faible. Donc c'est-à-dire que d'un point de vue stratégique, pas juridique, mais d'un point de vue stratégique, commercial et marketing, on va adresser les besoins des consommateurs de manière différente. Et donc c'est vrai que ça avait du sens de regrouper les pays sur une zone de l'Europe du Sud. Très bien. Et aujourd'hui, si tu devais nous parler un petit peu de ton quotidien, à quoi ressemblent tes journées, qu'est-ce que tu fais à ce poste au sein d'Adidas? Alors mes journées sont décousues. Mes journées sont décousues et je sais que c'est surprenant de dire ça, mais comme en fait on est un service support qui travaille avec tous les services de l'entreprise parce que on traite tous les aspects du droit, hormis le droit social et le droit fiscal. Donc comme on traite tous les autres aspects du droit et comme on a une interaction qui est vraiment très proche avec les opérationnels, le téléphone sonne en permanence, on a toujours des réunions, on a toujours des interactions. Et c'est-à-dire que ma journée peut tout à fait être, je commence par un contrat de sports marketing parce qu'on sponsorise des athlètes, j'enchaîne avec une problématique d'assurance, j'enchaîne avec un contrat de distribution et puis ensuite on va partir sur un sujet de partenariat. Et donc en fait on a des sujets qui sont très très différents, sachant qu'en plus de ça, du fait de mon rôle de directeur, je dois aussi faire attention à prendre en compte les besoins des équipes et faire des développements et essayer de trouver autant que possible des axes de développement et de progrès pour que tout le monde s'épanouisse dans l'équipe. Et donc la journée est finie parce que c'était déjà chargé. Ah oui. Beaucoup de sujets. Et comme tu travailles avec beaucoup d'équipes de Adidas, j'imagine que tu dois connaître un petit peu tous ces métiers-là en tant que juriste, que tu dois connaître un peu le fonctionnement opérationnel de toutes ces équipes. Alors en fait c'est quelque chose qui me plaît dans le métier de juriste. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis juriste. C'est que j'aime bien justement le fait que pour bien faire ce métier-là, il faut bien connaître les besoins et il faut vraiment être intégré aux équipes. Lorsque je suis arrivé chez Adidas, je ne connaissais pas les problématiques juridiques liées au sponsoring, je ne connaissais pas le domaine de la distribution des articles de sport, je ne connaissais pas le marketing du sport et donc j'ai appris progressivement. Et j'ai appris progressivement parce que j'étais formé par ma chef à l'époque et aussi parce que j'ai été aidé par les différents opérationnels. En revanche, et alors là je fais un petit peu un lien avec le tout début et mon parcours, je me rends compte que dans ma formation juridique de base, j'avais des trous dans la raquette, si j'ose reprendre une expression liée un petit peu au sport, mais j'avais des trous dans ma raquette au niveau de la connaissance du business, au niveau de la connaissance, je ne savais pas lire un PNL. Et donc c'est des choses qui m'ont un petit peu manqué, que je dois apprendre, mais je ne suis toujours pas un expert dans le domaine. Et c'est quelque chose, si j'avais dû changer quelque chose dans ma formation, c'est ça que je changerais. Augmenter cet aspect business, cette connaissance du monde de l'entreprise, qui me permettrait peut-être d'avoir été plus rapidement performant. Tu penses que c'est quelque chose qui manque dans la formation en droit, que ce soit... Alors, oui. En tout cas, c'est quelque chose qui a manqué dans ma formation. J'imagine, lorsqu'on est spécialisé en fusion et acquisition, quand on est spécialisé en procédure collective, c'est des choses que nécessairement on doit maîtriser et qu'on apprend à maîtriser dans le cadre de sa formation. Moi, j'étais juriste généraliste. C'est quelque chose que j'ai pas eu la chance d'étudier ça de manière approfondie. Et donc je trouve que ça manque un petit peu dans ma formation. Je parle vraiment pour mon parcours personnel et je fais absolument pas une généralité. Bien sûr. Et donc tu apprends ça au fur et à mesure de ton activité quotidienne. Comment tu fais pour monter en compétence là-dessus? Je pense que les interactions qu'on a avec les opérationnels, donc avec les experts, sont très importantes. Et on peut toujours avoir tendance en tant que juriste à se réfugier derrière le côté juridique pour être un peu un pas à l'écart, pour mettre un peu un écart avec le reste des opérationnels. Et ma croyance, c'est justement qu'on doit faire l'inverse. Et on doit se rapprocher au maximum. Parce qu'on ne peut conseiller et servir les opérationnels que si on maîtrise parfaitement leurs besoins, que si on maîtrise parfaitement leur KPI.
Voilà. Oui, je pense que c'est vraiment pour ça que c'est une fonction support, la fonction juridique au sein des entreprises. Et inversement, est-ce que toi, tu sens un besoin des opérationnels de comprendre aussi ton rôle, ton métier, et de mieux s'informer sur le côté juridique? Par nature, lorsqu'on va voir quelqu'un du marketing et qu'on lui dit que le juridique, comme ils nous appellent, va participer à un de leurs meetings, par nature, ils ne vont pas forcément être très heureux. Parce qu'ils ont, à la base, ils peuvent avoir une perception qui est un peu erronée du support que nous, on peut leur apporter. Je pense que en étant intégré et en comprenant leurs problématiques et en se posant vraiment business partner, on arrive à faciliter leur compréhension de nos enjeux, et donc on va faire qu'au fur et à mesure, on va créer du contact et eux vont se rendre compte qu'on apporte une valeur ajoutée, qu'on est une aide dans la résolution de leurs problématiques. D'accord. Et pour revenir à ce que tu disais sur le fait que tu as une activité très vaste, si ce n'est le droit social et le droit fiscal, tu traites beaucoup d'enjeux juridiques. Aujourd'hui, en interne, vous avez donc le nécessaire pour traiter ces enjeux, ou vous faites également, j'imagine, appel à des cabinets d'avocats? Alors on fait appel à des cabinets d'avocats. Là, je vais vraiment répondre au niveau Europe du Sud et France en particulier. Donc en Europe du Sud, chacun des 3 autres zones de l'Europe du Sud, donc la Grèce, l'Italie et l'Espagne, ont chacun recours à un cabinet d'avocats, différents selon les pays. Et nous, en France, on a recours à 2 cabinets. Donc en fait, on va aller les voir dans le cadre des litiges, bien sûr, mais aussi quand on a des questions très précises pour lesquelles on n'a pas les réponses, parce que nous sommes des juristes généralistes, on maîtrise bien tous les domaines. En revanche, on ne les maîtrise pas très bien. Et quand on a des questions qui sont pointues, avec des enjeux, avec un risque qui est derrière, avec un impact qui peut être un impact financier, un impact réputationnel, on a absolument besoin de cadrer le mieux possible ce qu'on peut faire. Et donc c'est là où on va faire appel au conseil des spécialistes. Très bien, donc vous recherchez l'expertise très technique dans ce domaine-là? Oui. Alors en fait, nous, on recherche une expertise très technique. Après, moi je suis arrivé chez Adidas en 2012. Les 2 cabinets avec lesquels je travaille encore maintenant sont des cabinets avec lesquels Adidas travaillait avant mon arrivée. Donc c'est-à-dire que si ça fait si longtemps qu'on travaille avec ces cabinets, c'est qu'il n'y a pas que l'expertise technique qui est apportée. Et donc les cabinets répondent aussi à tous les autres besoins qu'on a. Parce que sinon, on serait allé voir ailleurs, ou on aurait diversifié les cabinets. Très bien. Donc c'est des cabinets historiques qui étaient là avant, et depuis que tu es arrivé, tu as continué à travailler avec exactement. Ces cabinets. Et tu sais comment ils ont été choisis, si c'est pas que l'expertise technique, à quels besoins ils répondaient? En fait, on a fait un appel d'offres il y a 2 ans, parce qu'on est un groupe structuré et que tous les fournisseurs doivent régulièrement faire des appels d'offres. Je sais que les avocats ne sont pas des fournisseurs comme les autres, mais dans la galaxie Adidas, ils sont référencés comme tels. Et à l'issue de cet appel d'offres, en fait, on a décidé de continuer de travailler avec ces cabinets. Et on a décidé de continuer de travailler avec ces cabinets parce qu'ils répondaient en fait à tous les besoins qu'on avait. Le premier besoin, c'est bien sûr un besoin en compétences. La compétence technique, c'est le besoin numéro 1. Et on a la chance de travailler avec des cabinets qui sont extrêmement solides à ce niveau-là. Donc c'est une assurance pour nous. Le contact est extrêmement important. Très très important, la connaissance des besoins de l'entreprise et des besoins aussi du service juridique. C'est-à-dire que les avocats avec qui je travaille, en fait, savent comment je fonctionne. Ça s'est fait par les échanges, ça se fait de manière empirique, mais ils savent qu'on a besoin d'être extrêmement focalisé sur ce qui est actionnable, comment est-ce qu'on va mettre de manière concrète en action leurs recommandations. Ils savent par exemple que si une note doit faire 5 pages, c'est très important d'avoir un mémo récapitulatif, parce que c'est ce mémo récapitulatif qui sera circulé dans l'entreprise. C'est sur cette base-là qu'on va s'appuyer quand on va aller faire des explications par rapport à ce qu'on peut faire et pas faire suite à la consultation. Et le plus, et qu'on a avec les 2 cabinets avec lesquels on travaille, c'est qu'en fait ils connaissent la culture de l'entreprise.
Et Adidas, on est une entreprise avec une culture forte, comme plein d'autres entreprises sont des entreprises avec des cultures fortes, et nos avocats comprennent notre culture. Et en fait, ils nous connaissent tellement bien que quand on a des négociations, par exemple, et qu'on participe avec nos avocats à des négociations avec des externes, en fait, on se rend compte que l'avocat est quasiment une extension de l'entreprise, et l'avocat peut répondre à la place du service juridique. Très souvent, parce que il est tellement intégré, il comprend vraiment la culture de l'entreprise, il comprend nos besoins, et donc en fait, c'est un partenariat qui pour moi est vraiment très très fructueux, et c'est la raison pour laquelle je n'ai absolument pas le besoin de changer d'avocat ou de dire je vais vous mettre en concurrence ou des choses comme ça, mais pas du tout. Mon approche, c'est absolument pas de faire ça. Donc il y a une relation de confiance qui se crée et aussi Oui. une compréhension de ce que c'est que le monde de l'entreprise et notamment cette entreprise en particulier. Oui. Puisque chaque entreprise a sa culture, a ses modes de fonctionnement. Oui. Et donc eux les connaissent très bien. Ce que tu as dit, et je pense que tu as utilisé le bon mot que je n'avais pas utilisé jusqu'à présent et tu fais bien de le souligner, c'est confiance. C'est vraiment essentiel pour nous. Voilà. Et comment tu détermines le niveau de confiance que tu as aujourd'hui, comment ça s'est développé et renforcé, parce que j'imagine qu'au départ tu arrives, eux étaient déjà là, mais j'imagine qu'il y a toujours de nouveaux collaborateurs, de nouveaux associés qui arrivent dans ces cabinets, et donc tu es amené à travailler avec de nouveaux avocats au sein de ces cabinets. Comment tu fais pour établir cette relation de confiance avec les nouveaux avocats? Déjà, le premier point, c'est que si ces avocats sont avocats de ce cabinet-là, c'est qu'ils sont bons. Donc, il y a une confiance a priori. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, la confiance, elle se renforce à travers les connexions qu'on a, elle se renforce à travers les dossiers, elle se renforce aussi à travers la fiabilité des conseils qui sont apportés par les avocats. Et jusqu'à présent, à aucun moment, je me suis dit ce conseil ne nous a pas été utile. Et donc, au fur et à mesure, c'est une relation qui s'enrichit, et donc la confiance ne fait que s'accroître. Très bien. Et tu penses que à chaque fois, l'avocat que tu as en face de toi comprend tout de suite les enjeux et le fonctionnement d'Adidas? Est-ce que tous les avocats de ces cabinets comprennent, on va dire, le côté opérationnel derrière? Alors, notre interlocuteur clé dans les cabinets, c'est les associés. C'est le point d'entrée. Les associés sont ceux avec lesquels on a le plus de contacts et sont ceux avec lesquels on a les contacts depuis le plus longtemps. En revanche, ils sont entourés de collaborateurs et on travaille aussi en direct avec les collaborateurs, toujours sous le contrôle de l'associé, mais on a des relations en direct avec le collaborateur. Et donc, la confiance qu'on a dans l'associé, on va aussi l'avoir dans le collaborateur. Voilà. Bien sûr. Très bien. Et ces deux cabinets donc, avec lesquels toi tu travailles aujourd'hui, j'imagine que c'est des grands noms, c'est des cabinets assez connus. Oui. Et est-ce que la réputation de ces cabinets était aussi un choix de base parce qu'aujourd'hui tu leur fais pleinement confiance, mais est-ce que tu leur fais confiance parce que derrière aussi il y a un nom sur ces cabinets qui est important pour Adidas? Alors, on a deux cabinets que je ne vais pas nommer. On a deux cabinets, on en a un qui a un nom extrêmement connu et on en a un qui a un nom un peu moins connu, tout simplement parce que c'est une structure qui, en termes de nombre d'associés, de collaborateurs, est plus petite. Mais c'est pas pour autant que l'un est entre guillemets meilleur que l'autre. Et chacun des cabinets en fait nous apporte des choses qui sont différentes, mais qui répondent pleinement à nos besoins. Et c'est pas le nom du cabinet qui a fait qu'on a travaillé avec ce cabinet-là. Et c'était quoi? Il s'est passé à l'époque du fait qu'il y avait des connexions à l'époque, et c'est ces connexions en fait qui ont créé la relation. Mais maintenant la relation elle est établie et donc on la nourrit au quotidien. Et en tout cas moi, à mon niveau, je réponds pour moi, je ne vois pas l'intérêt de changer de cabinet juste pour aller chez un nom, entre guillemets. D'accord, donc c'est pas le principal critère pour toi
dans le choix d'un avocat. Et quel serait pour toi le critère, par exemple, si là tu devais, bon c'est pas le cas, mais si tu devais faire appel à un autre cabinet, en plus, un troisième, quels seraient tes critères de choix? Je vais avoir une réponse qui peut être un petit peu double. C'est-à-dire que, alors, je vais avoir cette réponse double tout simplement parce que pour le moment, je ne ressens pas de besoin d'avoir un troisième cabinet. Si je devais le faire, ce serait soit un cabinet extrêmement spécialisé dans un domaine en particulier. Je ne sais pas, je vais dire par exemple quelqu'un qui est extrêmement spécialisé en droit de la distribution. Peut-être que ça peut être ça. Ou alors, à l'inverse, ça pourrait être un cabinet qui va avoir une fourchette extrêmement large avec énormément de spécialistes, enfin avec énormément de spécialités et par exemple avec un focus sur tout ce qui est legal technology. Ça c'est quelque chose qui pourrait être fait. Pour le moment, je n'ai pas ce besoin, mais c'est deux routes qui sont différentes et si je devais aller chercher un troisième cabinet, ce qui n'est pas l'ordre du jour, hein, mais si je devais aller chercher un troisième cabinet, ce serait pour une de ces deux raisons. D'accord. Et comment tu le choisirais, si ce n'est la spécialité? Est-ce que par exemple le budget est une notion importante, j'imagine, puisque si ça passe par un appel d'offres, les acheteurs entrent en jeu et oui. Eux ont une grande notion du budget? Alors ce serait par la réputation, ce serait par le budget bien sûr, et ce serait par le niveau de connaissance qu'on a de ce cabinet. Est-ce qu'il nous a été conseillé par quelqu'un ou est-ce qu'on en a entendu parler de manière générale? Et un des moyens pour les juristes en fait de connaître les cabinets sans être en relation directement avec eux, c'est un truc tout bête, c'est les newsletters. Ça peut paraître complètement secondaire, mais la qualité des newsletters, le fait que les newsletters puissent être utilisables ou utilisées, le fait qu'elles soient pertinentes en fait pour le juriste, c'est quelque chose qui est une indication extrêmement intéressante sur ce que pourrait éventuellement nous apporter le cabinet. Et quand on reçoit parce qu'il y a beaucoup de newsletters qui sont faites, mais quand on reçoit des newsletters qui sont extrêmement bien structurés, dont on se dit bah tiens ça c'est très intéressant et je reçois cette newsletter et ça m'apporte un point en particulier, et ben peut-être que je vais me dire bah tiens ça vaut le coup de creuser, de me renseigner plus sur ce cabinet, ça vaut le coup de les contacter, d'avoir un entretien avec eux. Donc la newsletter, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. C'est quelque chose qui n'est pas négligé par les avocats dans toutes leurs facettes de communication. Et par exemple, si on revient sur le budget, si on parle uniquement prix, est-ce que les méthodes de facturation utilisées aujourd'hui par les cabinets te conviennent? Est-ce que tu vois des axes d'amélioration? Alors, chez Adidas, on ne travaille pas avec un forfait. Donc en fait, c'est une rémunération des cabinets au dossier. Et ça me convient tout à fait. Ce que j'aime bien en fait, c'est avoir une visibilité sur le coût approximatif bien évidemment, mais le coût d'un dossier en fait. Quel sera le coût pour ce dossier-là? Quel sera le coût pour cette question? Ou quel sera le coût estimé pour ce litige? Évidemment, je sais parfaitement qu'il est impossible de déterminer à l'avance le coût précis, mais une fourchette, c'est très intéressant parce que nous, on a un budget à suivre, tout simplement. Et donc, en fait, on a besoin d'allouer plus ou moins de budget sur certains sujets. Et puis, on a aussi un petit peu le calendrier des difficultés, enfin, le calendrier des sujets qu'on va avoir tout au long des prochains mois. Et donc, en fait, ça va nous permettre d'attribuer plus ou moins de budget sur certains sujets. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, en termes de facturation, à titre personnel, j'aime bien qu'il y ait une facturation très régulière. En cours de dossier, pas forcément attendre que le dossier soit fini, mais si par exemple de manière mensuelle il y a une facturation, c'est très bien parce que à la fin de l'année, on va de toute façon faire les maths et on va regarder où on en est par rapport au budget. Et donc le plus tôt on a une indication par rapport au respect du budget ou au fait qu'on soit plus limite par rapport à ce budget, le mieux ce sera. Et par exemple, une situation où 80% de la facturation a lieu en novembre et en décembre, pour moi, par rapport à ma pratique, ce ne serait pas la meilleure des solutions. Très bien. Et si on devait juste continuer sur la facturation, est-ce qu'une méthode d'abonnement, par exemple, dans ce cas-là,
une offre d'abonnement de la part des cabinets, c'est quelque chose qui serait intéressant pour toi ou tu trouves ça absurde ou... Alors je trouve pas ça absurde, c'est quelque chose qu'on avait auparavant jusqu'à il y a quelques années et qu'on a abandonné, tout simplement parce que je trouve que la facturation au dossier permet d'avoir une lecture plus précise des frais. Très clair. Et si je reviens un petit peu sur ce que tu as dit par rapport à la newsletter, il faut qu'elle soit utile parce qu'il faut qu'elle apporte quelque chose un contenu intéressant en termes juridiques pour toi. Maintenant, aujourd'hui, toi, comment tu fais pour toujours te maintenir au niveau des actualités juridiques, si ce n'est la newsletter? Comment tu fais? Est-ce que tu fais appel à des cabinets d'avocats pour faire des formations pour tes équipes, pour toi, ou est-ce que les newsletters, justement parce qu'elles sont intéressantes, suffisent amplement? Alors on n'a pas de formations qui nous sont dispensées par les cabinets directement. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait explorer. Pour le moment on ne le fait pas. Les éléments de formation qu'on reçoit de la part des avocats sont par les newsletters. Et sinon après on a des formations mais à part, qui sont en dehors du circuit des avocats. Très bien. Et donc aujourd'hui, tu travailles avec 2 cabinets pour ta partie. On est d'accord que là, c'est juste sur ton territoire, ton secteur d'activité. Le groupe ensuite travaille avec d'autres cabinets internationaux. Oui. Et pour le coup, lorsque le groupe travaille avec des cabinets, pour le coup, ce sont des grands noms. C'est des grands noms, notamment parce que ce qui est important au niveau du groupe, c'est que lorsque les équipes juridiques au niveau du groupe vont aller voir un cabinet en disant cette initiative, est-ce que je peux la déployer dans les pays? Il est important que le groupe en fait puisse apporter une réponse mais qui couvre l'ensemble des pays. Donc par exemple, quand on va savoir si en Europe on va déployer une solution, en allant voir un interlocuteur en posant une fois la même question, on aura la même structure de réponse pour l'ensemble des pays parce que ce cabinet-là a des ramifications dans chacun des pays. Et donc, c'est intéressant au niveau du groupe d'avoir des grands cabinets, mais parce que les besoins ne sont pas les mêmes entre les équipes basées en Allemagne pour le groupe que pour les équipes locales. Nous, on est des filiales de distribution. La France a un périmètre national. Les autres zones en Europe du Sud ont chacune un périmètre national. Et donc, on a besoin d'avoir des réponses nationales. On n'a pas besoin d'avoir une réponse qui vient d'un grand groupe. Mais les besoins ne sont pas les mêmes selon qu'on est dans les pays ou selon qu'on est au siège. D'accord. Mais j'imagine que toi, tes cabinets d'avocats avec lesquels tu travailles aujourd'hui doivent connaître ces enjeux internationaux quand même. Oui. Et seront peut-être amenés à échanger avec les avocats du groupe. Oui, tout à fait. Ça, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, donc avec les avocats du groupe et aussi en fait avec les services du groupe. C'est-à-dire que on a des services basés en Allemagne ou basés à Amsterdam qui, pour des problématiques, vont aller consulter les avocats en France parce qu'ils savent que c'est des spécialistes, parce qu'ils savent également qu'on travaille avec ces cabinets de manière tout à fait fructueuse et donc ils ont confiance et donc ils vont aller les interroger sur ce point spécifique. Très clair. Et toi, tu échanges régulièrement au quotidien avec les avocats? Quelle est la fréquence un peu de tes interactions? Alors c'est quand même fluctuant. Ça dépend des actualités, ça dépend des moments chauds qu'on a chez Adidas, mais c'est toutes les semaines, voire tous les jours. Voilà. Donc on a vraiment beaucoup de relations, et d'ailleurs pour revenir sur un point qu'on disait avant, c'est cette relation, cette fréquence qui nourrit la confiance. Donc tu as besoin d'une certaine réactivité, j'imagine, de la part des avocats, et dès que tu en as besoin, tu sais que tu peux les contacter. Oui, et je dois avouer qu'on a la chance de travailler avec des avocats qui sont extrêmement réactifs. Parfois ils le sont trop, c'est-à-dire que quand on leur pose une question, parfois ils vont répondre très très vite, alors qu'en fait on n'a pas forcément besoin d'une réponse si rapide. Après c'est aussi à moi de changer certaines choses et d'être plus clair en fait sur les délais pour les réponses. Je sais pas, si par exemple j'envoie une demande le vendredi après-midi, j'attends pas de l'avocat qui travaille le week-end. Ça pourrait arriver éventuellement, mais il faudrait vraiment que ce soit un sujet brûlant, mais de manière générale non. Oui, donc la réactivité, c'est
bien, mais c'est pas primordial non plus. Tout dépend du sujet. Oui. Et oui, c'est pas le critère. En fait, je ne vais pas pousser à la réactivité parce que par nature, les cabinets avec lesquels on travaille sont réactifs. Donc pour moi, c'est pas un sujet, c'est pas un point d'attention parce que à ce niveau-là, c'est parfait. Très clair. Et toi, aujourd'hui, quels sont les sujets tu m'as dit que c'était très vaste, mais j'imagine que qu'il y a des sujets qui reviennent assez souvent, peut-être sur la marque, sur la propriété intellectuelle. Quels sont les sujets un petit peu récurrents qu'on va retrouver au sein d'une entreprise telle qu'Adidas? Donc nous, chez Adidas, en France, on fait énormément de droit des contrats. Toutes les problématiques liées consommation, distribution et concurrence. Et ça va vraiment, enfin ces 4 thèmes-là vont vraiment nous animer tout au long de l'année. Tout au long de l'année. D'accord. Et donc la partie droit social et droit fiscal, ça pour le coup, ça va être le côté RH et le côté DAF. Oui, exactement. Très bien. Et eux font aussi appel à des cabinets d'avocats, les mêmes. Alors ils font appel à des cabinets mais qui sont différents. C'est vraiment leur périmètre et c'est vrai qu'il n'y a pas d'interaction. On n'a pas d'interaction. Et par exemple les avocats en droit social, j'interagis quasiment jamais avec eux. Ça se fait toujours par l'intermédiaire du service des ressources humaines. D'accord, très clair. Et si tu devais dire à un avocat qui souhaiterait travailler avec Adidas ou une entreprise similaire, qu'est-ce qu'il devrait faire, mettre en place? Est-ce que par exemple, toi, si des avocats te contactent sur LinkedIn, ça pourrait être un bon moyen de faire connaissance? Oui. Alors oui, sur LinkedIn, oui, c'est tout à fait, c'est un très bon moyen de faire connaissance. Je trouve que c'est un outil très très bon. Objectivement, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Une newsletter déjà. Alors, une newsletter. Des événements. Est-ce que toi, tu pourrais, par exemple, si les cabinets d'avocats t'invitaient à des événements toujours en lien avec l'actualité juridique, un petit déjeuner par exemple, est-ce que toi, tu irais à ce genre d'événement? On t'a jamais proposé En fait, le siège de Adidas en France est basé à Strasbourg et on a moins d'événements. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a moins d'événements type petit déjeuner qui sont organisés par des avocats à Strasbourg. Très que bien. ce que ça peut être, je pense, à Paris. D'accord. Et toi, tes avocats, est-ce qu'ils doivent venir sur Strasbourg ou est-ce que tu travailles beaucoup à distance? Quels sont les types d'échanges que vous pouvez avoir? Donc le siège est à Strasbourg, les 2 cabinets avec lesquels on travaille sont basés à Paris et je ne leur demande pas de venir à Strasbourg. Je me déplace et une des raisons pour lesquelles je me déplace en fait c'est qu'on a également des bureaux nous ici à Paris, qu'une bonne partie de l'activité est aussi basée autour de Paris, donc c'est toujours intéressant pour moi de venir et lorsque j'ai besoin de rencontrer en physique les avocats, eh bien, je me déplace. C'est moi qui me déplace. Très bien. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vais avoir une dernière question. C'est toi, si tu pouvais donner un conseil à un avocat pour mieux comprendre le métier de juriste, ce que tu aimerais dire à un avocat en tant que juriste, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais qu'il faut... Je vais revenir en fait sur ce que j'ai dit auparavant, c'est comprendre le besoin du juriste, en termes de précision de l'information et comprendre le besoin du juriste, c'est-à-dire en termes de relais de l'information qui sera donnée par l'avocat, par le juriste dans l'entreprise. Comment est-ce que le juriste, dans son entreprise, va se faire le porte-parole du message qui est fourni par l'avocat. Et donc de cette manière-là, les consultations, les notes, les mails, voire même l'ensemble, je pense, du conseil va être focalisé sur comment est-ce que le juriste va toucher les opérationnels avec le conseil que je vais lui donner.
je pense que l'avocat ne doit pas considérer que son interlocuteur est seulement le juriste. L'avocat doit considérer que le juriste, en fait, est un porte-voix du message. L'interlocuteur final, ça va être le directeur général, ça va être le directeur commercial, le directeur marketing. C'est lui l'interlocuteur in fine du message qui sera porté, du conseil qui sera apporté par l'avocat. Et donc, on peut se parler entre juristes et avocats, ok, très bien. N'empêche que, au bout du bout, le message devrait être relayé. Et je pense que si l'avocat, et nous on a la chance que nos avocats ils fassent ça, mais si l'avocat comprend que le message va être relayé à un opérationnel, alors peut-être qu'il va un petit peu changer le fond et la forme. C'est très très clair et c'est ce qu'on pense aussi chez Anomia. L'importance pour les avocats de mieux connaître le fonctionnement opérationnel d'une entreprise. Eh bien, c'était ma dernière question. Encore une fois, je te remercie d'être venu, de t'être déplacé jusque dans nos locaux à Sentier. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Et nous sommes ravis de t'avoir comme invité. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin pour... Je voulais vous remercier pour l'accueil, je voulais vous remercier pour les questions. Et je pense que c'est extrêmement intéressant de pouvoir échanger en fait tout simplement sur les besoins des juristes par rapport aux avocats et les relations en fait qu'on peut avoir avec les cabinets. Je trouve que c'est une excellente initiative. Donc merci pour ça. Merci. Et voilà la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute. Retrouvez l'intégralité de nos contenus sur le site d'Anomia, www.anomia.fr. À bientôt.